Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, on va parler d'un manga très attendu, un manga qui arrive avec des chiffres solides, une communication bien huilée, un lancement en grande pompe, Ichi the Witch aux éditions Kiun. Dans le manga, maintenant, on est habitué à voir des exorcistes, genre des escouades d'intervention, des organisations secrètes, des créatures qui sont super bien classifiées, des giga menaces de l'enfer, on va traquer des démons, on va chasser des monstres, on va capturer des entités. Le vocabulaire change. Les costumes et les personnages évoluent, mais le cœur reste souvent le même, dans un monde bien structuré autour de toute cette tension. Et Ichi the Witch, justement, il s'inscrit pleinement dans cette dynamique. C'est un garçon qui devient sorcière, il doit absorber un magic royal, puis entrer dans une institution qui encadre la magie. On va vous raconter tout ça. Mais Ichi, c'est un chasseur, un tracker, et j'aimerais vous poser une question. Pourquoi on a autant de mangas qui parlent de traque ou de chasse ? Parce que c'est l'élan vital, c'est soit manger, soit être mangé. Ouais, je pense qu'il y a un truc un petit peu comme ça, c'est une des premières fonctions, tu vois, genre comment chasser. Et je trouve qu'il y a un truc assez obsédant là-dedans, tu vois, en tant que lecteur ou en tant que spectateur pour des films, de savoir comment moi je le ferais, tu vois, pour me débrouiller dans cette situation, comment je le ferais pour m'en sortir, tu vois, vivre tout simplement. Je pense que c'est narrativement ce qui est le plus simple pour expliquer la quête d'un personnage aussi, tu vois, c'est vraiment dans notre histoire, dans notre préhistoire, c'est l'origine même d'un objectif, c'est chasser une bête pour se nourrir, tu vois. Eh bien, on va en reparler tout à l'heure, parce que c'est aussi un sujet de Ichi the Witch. En seulement 2 tomes, la série donc pose ses bases. C'est solide, c'est lisible, c'est efficace. Mais est-ce que c'est simplement un shonen bien calibré ? Ce soir, on ne va pas juger trop vite, on va analyser, on va décortiquer la mise en place et puis voir les promesses que nous fait Ichi the Witch. Cette semaine, on va peut-être voir donc enfin la différence entre un bon et un mauvais chasseur dans la 5e de couvre. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, aimer les mangas de chasse et de sorcières. Bonjour à tous, Robin, Julie et Cagnard sont avec nous aujourd'hui. Salut. Vous êtes plutôt chasse ou plutôt sorcellerie ? Sorcellerie, je dirais. Alors, j'ai jamais chassé personnellement. Ouais. J'ai pêché une fois et ça s'est vraiment pas passé de ouf non plus. Et j'avoue que je n'ai aucune admiration spéciale pour aller chasser un animal. Moi, je suis plutôt chasse aux sorcières, évidemment. Non, je rigole. Non, merci, je sais pas. Au moins quelqu'un me l'a fait. J'ai lancé le truc en me disant, ça va prendre la balle au bon d'emblée. Et personne le fait. J'étais en train de désespérer. Merci Robin. Non, mais effectivement, Robin tue des femmes. Et des communistes. Et des communistes. Si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes la 5e de Couva, le podcast Manga Hebdo depuis 10 ans maintenant. Donc scrollez dans vos applications, il y aura toujours une émission pour vous. Et merci à tous de nous soutenir en écoutant, en partageant, en commentant. Ça compte énormément. Merci beaucoup. Aujourd'hui donc, on se penche sur Ichi the Witch. Et puis la semaine prochaine, vous aurez une libre antenne, puis une petite rediffusion. Parlons donc d'Ichi the Witch. De quoi ça parle ? Quel est le résumé de ce manga ? On est dans un monde fantastique dans lequel il existe des sorcières et des magic, pas des cartes magiques, des magic M-A-J-I-K, des sortes d'entités puissantes que seules les femmes dotées de mana peuvent acquérir, donc des sorcières. Et ça, grâce à des conditions très très précises, et des conditions pour les acquérir, il y en a autant que de magic. Dans ce monde, il y a aussi Ichi, un garçon élevé en marge du monde, guidé par un instinct de chasseur limite animal. On pourrait presque dire que le danger l'attire, mais un jour il croise donc la route d'Uroro, un magic très puissant que personne n'était censé pouvoir acquérir, et contre toute attente, lui, il y parvient. Il bouleverse ainsi l'ordre établi. Ichi devient enfin le premier homme sorcière. Ensuite, il va donc intégrer Mantinelle, une institution entièrement féminine qui encadre, régule et organise la magie. Puis à partir de là, le manga va ne pas se contenter de raconter l'ascension d'un héros, il va installer un monde avec une magie classifiée, étudiée, surveillée. On découvre aussi donc ces magics qui ne détruisent pas forcément tout, et que les sorcières ne détruisent pas non plus, puisqu'elles les absorbent en quelque sorte.
pour obtenir leur pouvoir. Et donc dans les 2 premiers tomes, on assiste à cette intégration progressive, première mission, première confrontation, découverte des règles de ce monde. Voilà, ça c'est pour le panorama global. Et donc dedans, on a des ingrédients assez implacables, assez évidents. Une fois qu'on l'a lu, on se dit ah ouais, ça c'est une bonne idée. Oui, ça aussi c'est le bon ingrédient. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans la liste des ingrédients? On commence assez vite avec l'acquisition d'Uroro. Je pense que ça fait vraiment référence à beaucoup de choses qu'on connaît déjà, mais qui ont quand même ce charme d'être présentés sous des atours nouveaux, on va dire. Et en plus, les personnages aussi sont intéressants. Enfin, Uroro, il est quand même bavard hein, pour un personnage censé être méchant. Je mets des guillemets comme ça, parce que évidemment, avec 2 tomes, on ne sait pas encore exactement ce que ça va donner. Puis il a déjà montré sa version chibi, un peu rigolote, mignonne. Donc, il se transforme très vite en mascotte. Hein. Alors, dark mascotte, mais mascotte quand même, quoi. Ça aussi, ça fait partie de façon des ingrédients qui est plutôt bien intégré. On a les sorcières avec l'espèce d'organisation de sorcières. Là aussi, on est dans des structures et ingrédients qu'on connaît, quoi. Les commandos spéciaux qui vont en action, ceux qui restent à la base, celles qui restent à la base pour organiser tout ça. Ceux qui sont pas destinés à se battre, mais qui en fait ont quand même un petit truc. Un rôle. Il y a plein de choses expliquées comme ça, hein. Je vais te donner une impression un petit peu globale, tu vois. J'allais vous le demander après. Je voulais d'abord qu'on fasse les ingrédients Cagnard. On a aussi tout de suite la première mission avec le requin de glace. Très très chouette. Vraiment un super épisode. Et puis tu t'es vite dans le bain avec cet épisode. C'est vraiment... tu sais que tu vas en prendre plein les yeux, quoi. Et on commence à découvrir 1, 2, 3 Magic et le fameux Magic Anti-Monde qui a l'air d'être prévu pour être le super antagoniste qui arrive assez vite au tome 2, quoi. Bah voilà, celui qui ressemble à un humain, quoi, comme dans les trucs bien calibrés d'Ijam, quoi. Dès qu'il y a des monstres, il y a de l'humain derrière, de toute façon. Non, mais c'est calibré, je trouve que les ingrédients ont été mis, tout est connu par cœur, tout est réglé comme du papier à musique et c'est envoyé. Mais du coup, ça fait un manga qui va très vite et dans lequel il va manquer un ingrédient sur les premiers volumes. Le héros n'a pas de drame autour de sa vie pour le moment. Non, c'est un enfant sauvage et il a pas l'air non plus ça a pas l'air d'inquiéter plus que ça. Et même au-delà de ça, il n'a pas d'objectif. Je trouve vraiment il n'a pas d'objectif précis, si ce n'est chasser. Ouais. Il veut chasser, mais tu sais, il est pas du tout dans l'idée de je vais devenir le meilleur chasseur. C'est vraiment, il aime chasser, il veut continuer à chasser, mais il n'a pas d'objectif précis de renverser cette société ou quelque chose comme ça. Oui, puis il chasse même pour, en vrai, même pas par rapport à une envie précise, il chasse parce qu'il considère que c'est sa manière de survivre, parce qu'il chasse en particulier les bestioles qui lui veulent du mal, tu vois. C'est ça, il ne chasse que des bestioles qui ont des envies meurtrières. Voilà, c'est ça. Il ne chasse pas pour le loisir ou pour le plaisir. Ou pour le plaisir. Oh, il a l'air d'y prendre un peu de plaisir quand même. Quand même. Mais je veux dire, il n'y a pas de cruauté gratuite. Exacerbée, exactement. Autour de ça. Il y a plutôt une question de nécessité, effectivement, comme disait Robin, de survivre, de savoir se défendre, en fait, face à des dangers. Et moi, je trouve que, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis une maman, je trouve que c'est quand même raide de voir que c'est un petit garçon qui a presque grandi tout seul, livré à lui-même dans la nature, quoi. Ouais, mais comme il a pas l'air de mal le vivre, oui, toi tu sens pas ça comme une chose dramatique? Non, c'est vrai. Surtout, il est intégré dans cette société. Ok, il est chasseur, il est le chasseur du village, donc effectivement, il est un petit peu à part, il vit sa vie, mais on n'est pas dans le cas d'un Naruto qui est exclu du village par les autres. Oui, c'est pas misérabiliste. En fait, comme tu as dit, ça va vite, donc en fait, on pourrait être attaché à ça, mais on n'a pas les infos. On n'a pas les datas, là. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas pourquoi il est dans ce village et tout ça. Donc, bon, avant la data, vos impressions, Cagnard, tu voulais donner ton impression globale sur ce manga? Oui, en gros, mon impression globale, c'était un peu, tu vois, quand j'ai lu les 2 premiers tomes, je me suis dit, moi, ok. Tu vois, j'ai pris vraiment du plaisir à la lecture. Mais j'ai rien vu qui m'a transporté de fou. Alors, effectivement, t'as raison. Tous les jalons, ils sont bien posés. Les persos sont bien incarnés. Enfin, tout est ok. Le sujet est un peu original. Le fait que c'est un homme qui devient sorcière et tout. Donc, c'est un peu original, mais ça déborde pas non plus. C'est vraiment bizarrement le manga ok, par excellence, tu vois. Mais par contre,
étant un lecteur assidu de shonen, j'avoue que je mise pas mal sur la suite pour être surpris. Parce que effectivement, pour le moment, je suis dans mes petites chaussons, tu vois. J'ai un plaid, la soirée se passe plutôt bien, j'ai une petite camomille, voilà. On est vraiment au début de l'histoire. Et par contre, je sais qu'il va falloir être un peu plus aguicheur au bout d'un moment. Bah écoute, je vais t'aguicher parce que moi je suis avec toi sous le plaid. J'ai presque les mêmes chaussons. J'ai pris une autre couleur. J'ai la même camomille. Hein. C'est le vieux couple. On a partagé le sachet. Vous avez fait une théière pour deux, quoi. Mais ta vision, elle est dramatique, mon pote. Mais moi, je suis super même content. Dans cette idée de voilà, on sort ensemble, c'est nul, quoi. Ce que tu proposes, je sais pas, fais-moi rêver un peu. Dis-moi, vas-y, je vais t'enlever ton plaid, on va partir à l'étranger. Et justement, pas du tout. Moi, je suis super content d'être sous ce plaid. En termes, bon, voilà, on va arrêter l'image. Stop. Moi, je vais la continuer, perso. Moi, j'ai vraiment mis dans ta tête, s'il te plaît. Oui. Moi, j'ai vraiment adoré ces t'as envie que je te prenne dans mes bras. On est d'accord. C'est ce qui te manque là. Et autant le tome 1, autant le tome 2, autant on parlera de la suite à la toute fin de cette émission. Mais moi, je l'ai déjà lu 2 fois, du coup. Je me suis laissé emporter direct. J'ai bien adoré Ichi et j'étais vraiment content de tomber sur ce manga et de le lire enfin en français, en volume, la totale, quoi. Ouais, bah moi je vous rejoins un peu, mais après je vais essayer de dissocier ma perception. Il n'y aura pas assez de place pour 3 sous le plaid, Romain. Non, ça, il n'y a pas de souci, je vais pas être dans le plaid, je vais être dans un fauteuil à côté. Et non, mais en fait, je vais essayer de dissocier mon rapport, moi, personnel à la lecture que j'ai eue et l'intérêt que je peux trouver au titre aussi, parce que je pense que c'est un titre super intéressant, ne serait-ce que, ça on en parlera peut-être après, sur déjà l'accueil qu'il a eu au Japon et ce qui va très probablement arriver en France, c'est que c'est un blockbuster annoncé, et pourquoi, ça c'est super intéressant d'analyser ça. Après, si je dois vraiment parler de mon ressenti de lecteur, je trouvais ça plaisant, ok, comme dirait Cagnard, c'est, comme tu as dit, c'est calibré. Les chara-design, je reconnais qu'ils sont vraiment super, franchement c'est un manga qui a vraiment beaucoup de charme à ce niveau-là, graphiquement, mais après voilà, moi je pense que je suis plus la cible de ça, quoi. Je trouve ça vraiment très naïf, très bébé, quoi. Les personnages et les enjeux m'intéressent pas beaucoup, je dois reconnaître. Mais voilà, après c'est ça, il faut aussi se dire que quand on se considère comme des spécialistes de l'analyse du manga, il faut aussi se départir de juste ce ressenti qu'on peut avoir sur une lecture et l'intérêt qu'elle peut avoir. Bah justement, toi Julie, c'est tes enfants qui ont absolument adoré ce manga. Exactement. En fait, j'ai mis un temps infini à récupérer les livres parce qu'elles les ont eu dans les mains, elles ne les ont pas lâchés. Et donc, c'était la bataille pour les tirer de leurs mains. Et elles étaient là, genre, j'ai un podcast à préparer. Donc, elles ont vraiment adoré. Et quand moi, j'ai pu enfin lire les livres, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de charme, comme dit Robin. Mais oui, le constat est que, oui, on n'est plus la cible, mais il a d'excellentes qualités. Moi, j'aime beaucoup les personnages. Il y en a certains qui ressortent vraiment, qui ont vraiment beaucoup de charisme. Le héros est vraiment très attachant. Il a cette naïveté, cette joie, en fait, d'être toujours enthousiaste et de partir à l'aventure. Donc oui, on est... je veux dire, comme disait Cagnard, peut-être que pour le moment, on connaît en fait ce paysage, mais rien n'indique que ça va être le même que ce que nous on a connu jusqu'à présent. Donc je suis très contente qu'on ait enfin accès effectivement à ces livres. Et je trouve que le tome 2, c'est limite si on n'a pas envie d'avoir tout de suite la suite. Et bon, mes enfants veulent déjà la suite. Et si moi j'ai pas vu beaucoup de dramaturgie dans le début, j'ai vu énormément de choses qui m'ont fait rire. Ce manga, il m'a fait bien rire à plein d'endroits. Et souvent, ça désamorce en fait pas mal d'actions. Et il y a même certains personnages qui ont 2, 3, voire 4 visages. C'est exactement ce qui m'a un petit peu posé question, tu vois, pendant la lecture. Si je peux garder un défaut que j'ai trouvé un petit peu problématique, tu vois, en termes d'appréciation de la fluidité de narration, c'est que parfois, j'ai trouvé que le manga, il était trop chargé en humour. Alors attention, hein, je dis pas du tout que le manga n'est pas drôle. En fait, au contraire, je trouve que l'auteur ou l'autrice, j'avoue que j'en ai aucune idée, les deux autrices, elles ont une très bonne capacité à manier l'humour absurde. Et ça, c'est précieux, en vrai, tu vois. Mais c'est plus que, à force de vouloir le placer partout, j'ai trouvé qu'à un moment, ça alourdissait l'ambiance. Mais voir la compréhension de l'univers, tu vois, je prends...
une scène qu'il y a dans le tome 2 où le héros débarque à l'école de magie et compagnie, où on est censé comprendre un petit peu comment ce monde est en train de fonctionner. Bah en fait, il y a des blagues vraiment à chaque case. Je dis pas chaque page, je dis chaque case, avec que des visages chibi et compagnie. Et bah, je trouve qu'au bout d'un moment, l'humour qui est omniprésent, bah, moi en fait ça pèse un peu sur ma manière d'appréhender les différents moments dramatiques qu'il va avoir, tu vois. Enfin, comment je peux prendre au sérieux un manga qui lui-même ne se prend pas au sérieux? C'est-à-dire que depuis le début, que ça soit les méchants, que ça soit les monstres, que ça soit l'univers, tout est un peu sujet à drôlerie, sans que ça soit un manga absurde, sans que ça soit full un manga parodique. C'est pas Machel non plus, quoi. C'est ça, c'est pas Machel. Et du coup, j'ai vraiment eu ce truc-là à un moment de me dire, mais en fait, je vais pas trop savoir quand, enfin, c'est même pas que je vais pas savoir, c'est plus quand vous allez essayer de passer du côté dramatique. Moi, c'est peut-être là que je vais lâcher, du coup, parce qu'en fait, depuis le début, vous me montrez que rien n'a d'importance. Et du coup, j'avoue que c'est un truc qui m'a un petit peu fait chier dans ces 2 premiers tomes. Alors, je trouve en plus que c'est une qualité du titre. Il est drôle, ça fonctionne. Mais par contre, un peu trop. Et un peu trop surtout pour la compréhension de l'univers, tu vois. C'est Monsieur Kamomi qui parle, hein, je pense. Alors c'est marrant parce que moi, je vois la même chose, mais comme un point fort. C'est-à-dire que moi, c'est une rythmique que le manga impose et qu'il m'impose. Et je fais, ah bah tiens, j'avais pas l'habitude de m'habituer à ce genre de rythmique. Bah, je te suis, vas-y, je vais dedans. Et chez moi, c'est devenu un moment que j'attends presque, en fait. Le moment de changement de ton où je me dis, oh là, ils vont nous préparer un truc. Et à l'inverse, quand justement, t'as pas la pointe d'humour, ça me surprend et ainsi de suite. Oui, mais en soi, il est pas original là-dessus, tu vois, sur justement ce changement de ton, parce que malgré ce que je dis au niveau humour, je vois quand même des vrais changements de ton radicaux pour montrer que le manga, il passe dans un mode un petit peu plus sérieux. D'ailleurs, il y a un truc qui était abordé dans ces premiers tomes et que je trouvais hyper intéressant, c'était de voir le côté un peu plus sombre du côté des monstres, où littéralement, ils disent que bah on était sur Terre avant vous, et du coup, pourquoi on est censé perdre face à vous? Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Et ça aussi, ils le prennent de manière très légère. Alors pour le moment, moi c'est vraiment... c'est un peu des Pokémon, tu vois, t'acquiers un monstre, c'est vraiment ça en fait. Il est pas ok pour être avec toi, mais voilà, ça va créer une dynamique entre le perso. Et une fois qu'il sera dans sa bulle magique, ça ira. Voilà, exactement. Mais par contre, je vois vraiment beaucoup d'espoir dans ce traitement. Donc si ça n'a pas été fait dans ces 2 premiers tomes, ce truc du traitement des monstres, de d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont vécu aussi, eh ben je pense que dans les prochains tomes, ça va beaucoup parler de ça, parce que je pense pas que les autrices mettent ça par hasard, tu vois, dans le manga. Je pense pas non plus. Après, souvent dans les premiers tomes, les auteurs mettent beaucoup de choses. Les autrices les auteurs en général mettent beaucoup de choses qui laissent de côté au fur et à mesure pour aller un peu plus vite dans le récit. Donc ça peut dépendre aussi du nombre de tomes qu'on leur laisse, etc. Mais tu sais, t'as raison. Tout est effectivement très vite dédramatisé. Ouais. Que ça soit le monstre, que ça soit l'entrée à l'école. Et alors, il y a un truc qu'on dédramatise très vite. C'est le héros, c'est Ichi, qui a pas une morale comme les autres. Ichi, sa morale, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors, dans le côté chasse, dans la partie chasse, déjà d'une, il est excité par la chasse, Ichi, et vraiment il fait, tu veux me tuer, je vais te tuer. C'est tout, c'est ma règle. C'est étonnant quand même, dramatiquement parlant, moralement parlant. Ah bah en vrai, moi ça m'a même limite un peu choqué, tu vois, parce que je lis cette phrase et je suis un petit peu dans l'idée de genre, bon, c'est pas fou comme message, tu sais, à lâcher à la jeunesse et compagnie, genre, on t'a fait du mal, t'as fait du mal en réponse. Oui, mais c'est pas des humains qui l'ont en face de lui. Oui, mais même ça, je trouve ça hyper problématique en fait, parce que moi je suis vraiment dans un délire de œil pour œil, dent pour dent, et pour moi c'est pas spécialement une bonne morale à appliquer. Mais c'est pour ça qu'on s'en est départi depuis dans les sociétés humaines. Mais en même temps, en fait, ça c'est le ressenti que j'ai eu vraiment dès le début, parce que c'est une espèce de mantra qui répète beaucoup le héros dans le manga, de dire la mort pour la mort. Voilà, la mort pour la mort et tout. Et en fait, derrière, je me suis dit, mais en fait, ça va juste être sa construction de héros de shonen, va falloir qu'il évolue là-dessus, parce que ce mantra n'a pas de raison d'être, et en fait je le trouve pas très moral. Et c'est marrant parce qu'au début je me suis trouvé un peu vieux con, tu vois, en me disant mais enfin les jeunes gens ne devraient pas lire ce genre de mantra. Qui êtes-vous monsieur? Mais en même temps derrière, voilà, je me suis dit,
Ouais, mais en fait, si on part de ce principe-là, il y a beaucoup de trucs à construire avec ce perso derrière, tu vois, pour le faire changer d'avis sur ce sujet. Et avant de te donner la parole, Robin, il y a aussi 2 points sur lui. Il a une sorte de radar à hostilité, ce qui est assez pratique, et vraiment une excitation face au danger. C'est des points aussi importants qui caractérisent Ichi, en tout cas au début. Ouais, et moi j'avoue cette nature de chasseur, je trouve que c'est un truc assez intéressant à la base. Enfin, je trouve que justement c'est un concept qui est traité de manière très frontale, là où en fait c'est un truc finalement qui habite, on en parlera peut-être plus tard, d'autres personnages de shonen qu'on a pu lire et tout, mais là c'est vraiment son mantra comme tu dis, donc ça c'est peut-être une des originalités, et je pense que comme dit Cagnard, ça peut amener des choses très intéressantes en termes de point de vue moral sur, par exemple, en gros, effectivement, ce mantra, il l'a appliqué pour des créatures sauvages qui lui veulent du mal. Mais là, on parle des Magic. En fait, comme a dit Cagnard, on sait pas trop d'où ils viennent. Ils ont une conscience malgré tout. Donc, tu vois, c'est pas des créatures. C'est pas des créatures sauvages. C'est pas des animaux, quoi. Donc, peut-être que, en fait, les raisons de leurs actes sont ailleurs et tout, et du coup bah là le mantra d'Ichi ne marche plus, parce que si tu fais ça à une créature consciente, c'est pas la même chose que faire ça à un animal qui agit par instinct, tu vois. Ils l'ont dit, on était là les premiers. Voilà. Je trouve que mine de rien ça veut dire quelque chose quand même. Mais après je trouve que là pour l'instant à la lecture des 2 premiers tomes, moi j'ai lu que les 2 premiers tomes, ça me fait plus penser à un artifice narratif qui donne une nature au héros et qui lui donne surtout un mode d'action, parce qu'on a dit c'est un manga qui va vite et il faut en fait expliquer pourquoi le héros il va faire ça ou ça. Et là pour l'instant, comme on n'a pas de background, comme on n'a pas de backstory, on sait pas d'où il vient, on sait pas pourquoi il est devenu comme il est, bah en fait pour l'instant c'est vraiment un espèce de mode de truc narratif pour expliquer pourquoi il va faire les choses, quoi. Et vraiment à chaque fois toutes ces actions sont mues par le fait que c'est sa nature de chasseur qui lui dit de faire ça, la première fois qu'il attaque Uroro et qu'il l'absorbe, c'est vraiment lui littéralement pour ça. Il dit j'ai senti que t'étais violent et que t'étais dangereux, donc je t'ai tué parce que c'est mon mantra qui me dit de faire ça. Mais en fait oui d'accord, mais pourquoi à la base tu étais comme ça? Et je trouve que pour l'instant c'est pas un truc qui incarne sa personnalité, et moi c'est vrai que c'est un truc qui me gêne un peu, c'est que j'ai parlé du charme graphique du héros, je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de charme graphique, mais pour le moment en termes de personnalité je le trouve très lisse et je comprends pas en fait qui c'est, et je comprends pas pourquoi il fait ce qu'il fait, donc ça me gêne un peu, quoi. Tanjiro, non? Ce côté au début un peu lisse, mais graphiquement. Ouais, mais Tanjiro, sa backstory, elle est quand même plus claire. Ouais. Ah bah sa backstory, on l'a. Sa backstory, on l'a. C'est le début du manga. Effectivement, Tanjiro, il a sa sœur. Tu sais pourquoi il fait les choses, tout. Quoi, ouais. Tanjiro, le personnage principal de Demon Slayer. Ouais. On a envie aussi de comparer, si on dit chasseur, Hunter x Hunter. Oui. Et puis d'ailleurs, tu parlais donc de radar à hostilité, mais pour quiconque a lu Hunter, on sait que quand tu deviens un bon chasseur, tu es capable en fait de ressentir cette hostilité, de savoir à quel moment tes proies vont relâcher leur attention et ainsi de suite, parce que il y a aussi tout ce délire sur le fait que être un bon chasseur, c'est attendre finalement le bon moment pour s'emparer de la proie que tu vises. Et moi, je pense qu'il y a en fait peut-être une incompréhension entre l'idée de tuer, parce que lui, il tue des animaux, effectivement, au début de l'histoire. Pour se nourrir, en plus, il y a vraiment un truc assez noble. Pour rendre service à la communauté où il vit, etc. Mais il y a aussi le fait qu'en fait, certains magiques ne meurent pas. En fait, Uroro, il est absorbé. En fait, il y a aussi cette idée d'attraper, de prendre possession. Ouais, il l'a capturé. En fait, se superpose avec l'idée de tuer symboliquement une créature. Oui, mais au final, donc c'est quand même difficile. Oui, mais ce qui motive Ichi, c'est de tuer. C'est ça son truc. Je sais non, pas c'est trop, pas forcément tuer. Je pense que c'est attraper, chasser, vraiment. Ouais, je pense qu'il y a un vrai truc de la chasse. Ouais, mais alors pour le coup, moi je trouve pas ça suffisamment clair, parce que son mantra c'est la mort pour la mort. Donc c'est vraiment lui. Moi je pense que dans sa tête, même si à la fin le résultat c'est pas qu'il l'a tué, parce que comme tu dis, il en a fait une petite gemme et tout. C'était dans sa tête quand même. C'était cette créature veut me tuer, je la tue, quoi. Tu vois. Donc. Ah oui, non, mais ça on est d'accord. Oui, mais parce que jusqu'à présent, il s'est confronté finalement à des êtres organiques qui mouraient quand il les attaquait. Et que quand il se sentait lui-même attaqué. Oui, mais le résultat ne change pas la motivation du personnage. Tu vois je sais pas. Peut-être que ça va le changer. Un débat. Peut-être que ça va le changer. Dans Hunter, Gon, il a pas cette motivation-là, mais il pourrait faire la même. Ah mais tu rigoles, moi c'est vraiment genre le premier écho que j'ai eu en lisant Ichi the Witch, vraiment je m'y attendais pas, tu vois. Mais vraiment, j'ai pensé à Hunter x Hunter tout de suite. En plus, en répétant à foison le terme chasseur dans les 2 tomes, tu vois, j'ai tout de suite tiqué. Et quand on voit, tu sais, ce côté instinct du héros, tu sais, ce côté 6e sens, forcément, on pense à Gon. C'est un enfant sauvage
qui connaît mal le monde extérieur, mais qui est pas non plus un full enfant sauvage, tu vois, qui a quand même grandi dans une communauté. Moi, le lien pour moi, il se faisait naturellement. Par contre, là où il diffère de Gon, je le sens dangereux en fait, ce perso, dès le début de la série. En opposition à Gon, où au début, enfin moi, Gon, je trouvais que c'était trop mignon, sa candeur et compagnie. Et ça nous a pris quand même une dizaine, vingtaine de tomes avant de nous dire. Ah ok, en fait, sa naïveté, elle est mignonne, pas de souci, mais elle peut vraiment devenir dangereuse. Et j'aime toujours rappeler ça par rapport à Luffy aussi, tu vois. Son côté hyper obstiné. Ah ouais, c'est drôle, hein, y a pas de souci, c'est cool. Mais il y a des moments où tu te rends compte, là en fait, tu commences à faire tu commences à être problématique en fait à cause de ton obstination. Et là pour le coup, j'ai trouvé que c'est arrivé très vite, genre en fait très vite je l'ai trouvé inquiétant ce héros, tu vois, justement avec cette morale œil pour œil, dent pour dent quoi. Dès le début tu pourrais le sentir borderline, alors que Gon a la fissure où tu te dis ok t'as craqué, c'est vraiment très loin dans le manga. Ah bah oui. Après, c'est aussi que Gon, on n'avait pas le background de lecture de tout ce qu'on a. Tu vois, on n'avait pas encore d'archétypes qui lui ressemblaient. Moi, je pense que c'est la pureté, le truc. C'est un truc qui est très propre aux héros de shonen, c'est le fait qu'il soit pur. Et la pureté, c'est aussi un. Enfin, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Bien sûr, vois, et Ichi est aussi pur quelque part. Exactement. Et justement, moi, c'est peut-être le point où le titre me fascine le plus. Tu vois, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette pureté qui, je pense, je suis pas le seul à l'avoir vu, ça peut être un peu dangereux là, ton histoire de pureté, tu vois. Et je pense que pour le coup, c'est vraiment l'aspect que je préfère du manga, c'est que ce héros, je le trouve inquiétant en fait dès le début. Ouais, et puis en fait, comment dire, il va se retrouver avec aussi un deuxième archétype finalement, qui est celui du héros qui doit cohabiter avec une entité autre. Alors moi, je pense à Naruto, mais dans Jujutsu Kaisen, on a exactement le même schéma également. Et c'est surtout que, en fait, au fur et à mesure, j'ai l'impression que les entités sont plus ou moins sombres, plus ou moins. Uroro est-il plus proche d'un Kurama que bah oui, mais tu vois, ça typiquement, Uroro est censé être un boss de fin et il est déjà plutôt sympathique au final, tu vois. Donc je trouve aussi que, tu vois, ça ouvre plein de portes et donc il y a aussi cette possibilité d'enchaîner et de finalement changer les parcours qu'on pense être déjà des connus. Ingrédients qu'on connaît, mais mélangés différemment. Moi, les portes que j'ai voulu ouvrir, que j'ai ouvert en fait sans faire exprès, je sais pas, ça m'est venu aussi comme ça, mais parce qu'on est dans l'époque, ils partagent un témoignage d'un cambrioleur là en fait. Ils partagent les pages du Jump avec Kagurabachi. Oui. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher aussi de mettre en parallèle Kagurabachi et Ichi the Witch. Et effectivement, il y a plein d'endroits où ça diffère, mais surtout, le seul point commun presque que j'ai réussi à trouver entre les deux, si ce n'est le magazine de prépub, c'est qu'il y a des sorciers et des sorcières qui ne sont ni des sorciers ni vraiment des sorcières. Ouais, c'est le côté marrant. Est-ce que au final c'est pas la suite logique, tu vois, de notre époque, tu sais, très pop culture et compagnie, où au final tu finis par mixer une sorcière exorciste, tu vois, et bon, au bout d'un moment, vas-y, on s'en fout, on a compris c'est quoi le principe, tu vois, mais sans lui donner un titre à proprement parler. Et puis là en plus, je t'avoue que oui, le côté sorcière m'a l'air tellement insignifiant sur ce bouquin pour le moment, hein. Je sais pas ce qui va devenir après. Oui, elles ont des pouvoirs, hein, pour c'est tout quoi. Elles arrivent assez tard, moi j'ai trouvé, parce que finalement on se concentre sur lui et après finalement elles arrivent très et elles sont expédiées dans leur présentation en mode quand il y a des problèmes elles arrivent. Et dans ce truc très humour en plus, tu vois, où on va faire des persos en SD et tout. Je me demande si c'est pas un truc aussi lié au fait que aujourd'hui on sait que le Jump c'est vachement plus lu par des filles qu'à l'époque, la grande époque du shonen, quoi. Et en fait les sorcières ça grave la cote chez les petites filles et chez les jeunes filles, du coup. Ça la cote partout. Ouais, mais et donc du coup je me demande si c'est pas aussi un calcul un peu tu vois, marketing sur quand même c'est une figure, et au final, comme a dit Cagnard, on en fait ce qu'on veut derrière, donc ils bossent les univers, oui. Utilisons juste les chapeaux pointus, on sait que ça va plaire au public qui va y aller pour ça, et puis après sachant que pour le coup je trouve que l'aspect sorcière il est quand même un peu artificiel dans ce titre, et au contraire ça me plaît cet aspect artificiel, tu vois. Le seul moment où je vois des sorcières, c'est quand le héros change de costume, tu vois, et je le trouve ridicule dans son costume de sorcière, tu vois. Non, il est aussi utilisé pour changer de mode quand il veut utiliser Uroro, je pense. Oui, voilà. Mais moi je
depuis qu'il est sorti, et je pense que, je sais pas si c'est voulu, à quel point ça a été, réfléchi ou pas, mais donc le titre à l'international, c'est Itchy the Witch. Et pendant longtemps, Itchy, ça m'appelait Itchy the Killer, tu vois. Et là, on a un killer. Enfin, je veux dire, il est quand même très... et je trouvais que c'est complètement méta. J'y avais pas du tout pensé, mais c'est une espèce de filiation très, 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 très étirée et très, 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 très loin. Mais en Itchy même the Killer, temps, il a des missions. Il doit tuer des mecs. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans Itchy the Witch. Après, je crois que je vais vraiment casser vos délires. Je pense que c'est juste pour le côté allitération Itchy the Witch. Oui, complètement. C'est vraiment oui. Et puis on reviendra sur l'explication aussi du titre. Parce que moi j'avais Ichigo aussi, sinon. Pourquoi la chasse fascine-t-elle autant ? C'est la question que je vous ai posée dans l'intro. Vous avez répondu très brièvement. C'est le moment de développer. Pourquoi on va autant produire déjà de mangas au Japon avec un côté track, un côté chasse. Pourquoi est-ce que ça fascine autant nous, en tant que lecteurs, à chaque fois on fait mais c'est trop bien. Je pense que déjà c'est pas si souvent que ça. Je pense que c'est un aspect qui est souvent fondu un petit peu dans les codes des personnages classiques de Neketsu, on va dire. Mais en vrai, à part Hunter x Hunter, il n'y a pas de manga qui parle de chasse, alors qu'il y a des mangas qui parlent de tout. Enfin, ils viennent pas jusque chez nous, en fait. Non, mais tu vois, même Toriko, typiquement Toriko, c'est un ersatz d'Hunter. Oui, mais c'est les Hunter hunters gourmets. Track, c'est la même chose, tu vois. Dans Jujutsu Kaisen, il doit traquer. Oui, il y a la track. Oui, carrément. mais justement, pour le coup, il y a un truc très différent entre la track urbaine et la track naturelle. Le puriste. Tu vois. Non, mais vraiment, je trouve qu'il y a un truc très différent. C'est la différence entre un détective privé et un chasseur, tu vois. Ouais, pour moi, je les mets en même temps, tu vois, comme un Pokémon, il chasse. Ils chassent pour les attraper. Oui, mais je pense que ce qui, on va reprendre. Je reprends un peu l'exemple de Hunter parce que je pense que c'est un cas pratique assez intéressant de la manière dont la chasse est mise en scène. En plus, c'est dans le titre du manga. Mais je pense que Cagnard, il a raison dans le sens où je pense qu'effectivement de la traque urbaine, on en voit beaucoup parce que c'est, en fait, le shonen, c'est aussi souvent plonger les adolescents dans un univers qu'ils connaissent. Donc ça ressemble. Puis plus c'est code polar aussi. Mais je pense que la mise en scène de la chasse, d'un point de vue vraiment naturaliste, tu vois, vraiment l'homme contre la bête et puis même en contrôle de son environnement, qui connaît et tout, la façon de réagir des bêtes et tout. Littéralement. Je pense que ça, c'est un truc qui ramène à un truc beaucoup plus primitif, et ça amène aussi des images vachement plus évocatrices. Et moi, honnêtement, je trouve que dans Itchy the Witch, tu vois, il y a un écho que j'ai ressenti à Hunter immédiat. C'est le moment où il chasse son premier monstre, c'est le renard électrique là. Tu sais, il l'attrape parce que la condition pour le battre, c'est de choper la petite boule qu'il a autour du cou. Et vraiment, si personne n'a vu que c'est vraiment l'écho de la scène de Gon qui chope la plaque 44 à Hisoka, c'est vraiment, mais la mise en scène du truc est littéralement la même, avec l'explication derrière de mais en fait les animaux ils font comme ça, donc du coup j'ai réagi comme les animaux font. Faut attendre qu'il aille se ressourcer. Et ça, je pense qu'il y a une forme de fascination primitive qui est beaucoup plus efficace que juste voir effectivement une organisation qui va traquer des gens dans une ville. Là, on est sur un terrain beaucoup moins, je sais pas comment dire, efficace narrativement, quoi. Moi, je pense aussi qu'il y a une dimension culturelle qu'on a tendance à oublier parce qu'on nous on profite juste de la lecture de ce manga, mais parce que au Japon, il y a beaucoup plus finalement de la chasse est encouragée même quand t'es enfant. On a tous vu dans les mangas les enfants qui chassent les scarabées, qui chassent les insectes, et il y a aussi en ce moment ils ont un problème avec les ours. Donc il y a une espèce de regain d'intérêt parce qu'il n'y a pas que les ours. Les ours ils sont dangereux, mais il y a plein d'animaux sauvages en fait qui sont en train d'envahir certaines zones limitrophes où il n'y a plus trop d'humains, et du coup ils sont emmerdés. Il y a la vie sauvage qui revient à certains endroits et il n'y avait pas de contrôle. Et là où je pense que, tu vois, là Robin évoquait Hunter, mais moi j'ai pensé aussi à certaines scènes de Vinland Saga où il se retrouve face à des ours. Enfin, il y a aussi quand même cette volonté de voir l'homme se confronter à la nature qui donc en français moyen c'est Don Miyazaki. Voilà, je caricature à fond. La chasse, l'homme, la bête, la nature. Mais en fait, c'est beaucoup plus diversifié que ça. Et au niveau du Japon, pour le coup, la chasse, elle est perçue comment
Tu vois, de manière générale. Alors, est-ce que c'est un petit peu comme en France où, d'un point de vue personnel, je trouve que la chasse, c'est un truc qui a une tradition véritable, mais qui en même temps une tradition qui devrait un petit peu changer. En fait, il y a une charge politique qui n'est pas la même. Ça, ouais, voilà, c'est ça qui m'intéressait de savoir. Quelle est la perception des Japonais sur la chasse? Je pense que c'est vraiment des gens qui sont dans des milieux ruraux, et on sait très bien qu'en ce moment, ce sont des populations qui sont en train de diminuer de façon drastique, de vieillir dans des villages qui s'abandonnent, enfin qui sont abandonnés, qui deviennent des villages fantômes. Trop bien, ça veut dire les animaux ils reprennent le pouvoir. C'est Gannibal, hein. Enfin, aussi, il y a tout cet aspect de survivre à tout prix, donc prendre la vie de d'autres animaux. Alors, j'espère pas d'autres gens, hein, s'il vous plaît. Mais pour le moment. Mais il y a aussi, je pense que tout le délire autour du mythe du zombie aussi, où des fois il y a des chasseurs en fait qui prennent le lead dans certains groupes de survivants, etc. Ça fait un peu écho aussi à cette image-là d'une personne qui en fait est complètement en possession de ses moyens pour affronter une nature hostile. On revient sur les mangas de track, ou en tout cas que moi je vais mettre dans cet ordre d'idées-là. Et par exemple, je vais vraiment reprendre l'exemple de Jujutsu Kaisen, où pour moi il y a une base d'ADN qui est très très commune. Chainsaw Man, le traitement est radicalement différent, mais je vois un ADN, des branches d'ADN communes. Hunter, évidemment, on en a parlé. Tsugai, j'y vois là aussi encore pas mal d'allèles, c'est ça qu'on dit pour l'ADN. Ouais, en commun, enfin tu vois, même si les traitements sont différents, je vois quand même un ADN de manga de track, un sentiment qui est pas novateur en voyant Ichi, mais en même temps, au final, l'environnement familier, moi je l'ai senti un peu différent, mais tu vois, il y a un côté manga de track de chasse qu'il n'y a pas ailleurs. Après, moi je pense que c'est aussi ce que j'y ai vu, c'est des mangas où la chasse a un côté aussi récompense immédiate, et moi je pense effectivement à Pokémon, où on en a parlé, mais Cardcaptor Sakura aussi, tu vois, genre juste chasser une créature, la capturer et obtenir son pouvoir pour pouvoir s'en servir plus tard, tu vois, c'est un truc, en fait ça marche parce qu'il y a un côté il y a un peu un côté collection aussi, tu vois, tu te dis ça va être quoi les prochains puis à un moment donné on en voit une dans l'histoire, elle dit elle en a capturé 16, donc c'est à dire qu'elle a potentiellement 16 pouvoirs différents, on sait pas lesquels c'est et tout, et donc ça forcément ça stimule l'imaginaire du lecteur aussi. Au final, moi ce que je note le plus, c'est que je vois pour un manga aussi stéréotypé sur le principe de la sorcière, moi je vois un manga d'exorciste, hein. Tu vois des exorcistes partout, toi. Oui, c'est peut-être mon problème. Peut-être qu'une carrière loupée, tu vois, je sais pas. T'es un chasseur d'exorcistes. Mais en même temps, pour moi, ça fait partie du lore de manga d'exorcistes actuel. Alors, tu peux l'avoir à plein de sauces, hein. Je pense que, on est tellement à une ère d'exorcistes que parfois on le voit même pas. Je veux dire, je prends Chainsaw. Bon, c'est une organisation gouvernementale, mais enfin, ils sont littéralement en train d'exorciser des démons, oui, tu vois. Si tu prends Jujutsu Kaisen, ils sont en train d'exorciser, c'est juste qu'ils sont en kimono, ils ont des katanas, mais sinon on est là-dedans. C'est vraiment dit littéralement dans Jujutsu. Tu prends Demon Slayer, salut les exorcistes samouraïs, tu vois, c'est la même chose. Et du coup, je me suis dit que peut-être on était passé par l'ère des tueurs professionnels, Assassination Classroom, Sakamoto Days et compagnie. Et peut-être que c'est l'ère des exorcistes tout court. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais j'ai l'impression que manga et exorcisme, c'est genre l'amour fou depuis des années, en fait. Vraiment, c'est un truc, genre, tu renouvelles, tu remodèles un petit peu le truc de l'exorciste. Mais là, moi, perso, j'ai pas vu de sorcière, hein, du tout. Mais je vais remplacer exactement tous les mots où à chaque fois que tu utilises exorcisme par tracker. Chainsaw Man, ça traque. Jujutsu, on traque. Demon Slayer, on traque. Finalement, en fait, on peut mettre plein d'autres mots au hasard. Je te dis, c'était énervant. Ok, ça va, c'est bon, on est ok. Non, mais je pense qu'il y a un côté, comme a dit Kanya, il y a un peu un côté aussi. Je pense que l'exorcisme, ça marche parce qu'aussi, là, je prends des références plus occidentales, mais la mythologie grecque, c'est un peu ça aussi. C'est les dieux qui emmènent. Il y a des créatures qui sèment le chaos, et les dieux, ils emmènent des gens pour éradiquer les créatures et rétablir l'ordre, tu vois. Et en fait,
Là, c'est un peu ça, t'exorcises le monde de créatures qui foutent le bordel, quoi. Et donc, je pense que c'est une mécanique qui marche bien. Et en vrai, moi, je trouve ça cool aussi de se dire que un magazine comme le Jump, c'est bien aussi qu'ils reviennent des fois à des fondamentaux comme ça, tu vois, de titres. J'ai dit naïf et t'es un peu bébé au début, mais en fait, c'est aussi revenir aux fondamentaux de leur lectorat d'origine, parce que c'est vrai que c'est quand même ça à la base. Le Jump, c'est attirer des nouveaux lecteurs et les tu vois, leur faire lire des aventures. C'est limite nous le problème en personnage. Et je me dis que peut-être effectivement là on commence à avoir un peu fait le tour aussi de ces shonen pour adultes, tu sais, pour les vieux lecteurs de shonen et qui aiment bien avoir la relecture méta, tu vois, genre Chainsaw Man. On trouve ça génial, mais je pense que les gamins de 10 ans d'aujourd'hui, ils s'en foutent de Chainsaw Man, c'est pas ça qu'ils veulent lire. Parce que je suis pas sûr. Alors je pense qu'ils aiment bien parce qu'il y a un côté un peu j'espère qu'ils lisent transgressif, un peu sanglant, transgressif, mais je pense qu'il y a un truc méta qui nous fait plaisir et qui, en fait, eux, ils veulent peut-être revenir à un truc plus pur, justement. Et moi, je trouve ça cool aussi de se dire, même si moi, c'est pas ma cam à 100%, je trouve ça cool aussi. Déjà, ça m'étonne pas trop que finalement ce titre marche tellement. Et en même temps, je suis assez content parce que je me dis aussi que c'est la preuve aussi d'un magazine qui n'a pas abandonné son état d'esprit d'origine et son essence, quoi. Tu voulais parler de chasseuse aussi. Bah oui, parce que oui, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de chasseurs garçons, vu on que est dans le Ichi Jump. était garçon et c'est Jump. Mais en fait, en réfléchissant tous ensemble sur ce titre, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de chasseuses. Et donc, il y a dans Bright Story, il y a Amir, il y a Emma dans Promise Neverland, il y a quand même Maka qui chasse des souls, des âmes, et Hawkeye. Enfin, elles sont très nombreuses aussi. Et moi, j'ai récemment relu Golden Kamuy, et puis Sherpa, elle est quand même la chasseuse en titre, et elle a en plus ce rapport vraiment très fort avec l'animisme et la nature. Et je pense que moi, je chercherais de ce côté-là, en fait, pour l'importance de ce thème. Et je voulais aussi vous poser une question. C'est au niveau du regard dans ce manga, et ça concerne les personnages féminins comme Ichi. J'ai remarqué qu'ils ont les yeux et le regard très désabusés, les cernes marquées. J'ai eu ce sentiment-là, et Descaras, à chaque fois quand elle regarde mal les gens, mais elle a un regard super particulier que j'ai pas l'impression d'avoir vu dans d'autres mangas. Elle a surtout les sourcils tout le temps foncés. Ouais. Et du coup, renfrogné, mais même la façon dont sont dessinés les yeux, je trouve qu'il y a un truc, et je vais appeler ça l'héritage Attaque des Titans. Ah ouais, ça c'est bien. Vas-y, développe. Le côté, c'est-à-dire que dans l'Attaque des Titans, ils ont tous des cernes jusqu'aux genoux. Tu vois qu'ils sont pas du tout en train de kiffer la vie, en train de kiffer le monde. Et dans Ichi the Witch, il y a vraiment des passages comme ça. C'est ce qui me fait penser qu'on peut faire face à des moments plus tard, en tout cas à des scènes bien plus dramatiques, parce que ils ont vraiment des regards parfois marqués qui nous indiqueraient qu'ils ont vécu des choses un peu plus dramatiques que ce qu'on voit, et en plus ça permet de faire la transition encore plus forte avec les moments humoristiques. Ouais, je pense que moi c'est un truc qui, je trouve, participe au charme visuel que je disais aussi, et c'est aussi ce qui fait une identité au titre, c'est que en fait l'autrice, la dessinatrice surtout, elle s'attache vraiment à ce que chaque personnage ait une forme d'œil, tu vois, même comment l'œil est dessiné en lui-même. C'est pas que la forme de l'œil, c'est vraiment même la pupille et vraiment, Ichi, il a pas un regard, tu sais, normalement, les héros de shonen, ils ont souvent des grosses pupilles noires et c'est tout, tu vois. Et lui, il a vraiment une forme d'iris bizarre, tu vois, que t'as pas trop l'habitude de voir. Moi, je dirais plutôt, est-ce que c'est pas l'héritage Naruto, tu vois, qui a montré que des persos avec des pupilles spéciales. T'avais tout un panel, là. Non, mais tu vois, on en a parlé avec Max. Justement, on disait le regard de la folie. Ouais, c'est ça. C'est ce truc, c'est le regard de la folie de. Et Descaras, je pense qu'elle peut être complètement tarée. Et oui, complètement. Descaras, ça, le regard de la folie. Oui, c'est limite en elle que je mets le plus de folie. De folie, tu vois. Parlons design justement, et parlons même regard et même féminisation du regard, puisque ce sont deux autrices qui sont à l'origine de Ichi the Witch, Osamu Nishi et Shiro Usazaki. On peut dire que là, elle nous propose quelque chose, graphiquement en tout cas, qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de voir tant que ça dans le Jump. Elles prennent les canons, mais tu vois, ce côté regard, déjà, j'ai l'impression qu'il y a un step, je sais pas. En fait,
Disons que là, je vais parler vraiment de l'ensemble des 2 tomes. Moi, quand je les ai lus, j'ai vraiment vu une espèce d'esthétique qui, jusqu'à présent, n'était portée que par 2 titres dans le Jump. C'est JoJo's Bizarre Adventure et Yu-Gi-Oh! Puisque Yu-Gi-Oh! Revient, on peut en reparler. Et parce que c'est vraiment, moi, ce que j'appelle ça m'a fait penser à ce qu'on appelle l'esthétique camp. Camp, pas clamp. Non, pas clamp. Camp, même comme un camp. Ouais, camp. Parce que c'est tu quoi poses, en fait. Tu campes ta position. Et c'est en fait un terme qui est beaucoup utilisé dans les milieux gays. Parce que ça fait partie de cette tendance du voguing, du drag. Et donc, c'est lié à la fois à des esthétiques très exubérantes, très théâtrales et complètement démesurées et toujours aussi doublé d'une certaine ironie. Et tout à l'heure, on parlait du fameux, la première mission avec ce requin de glace qui, en fait, est un personnage de drague. En fait, il est complètement dans le regardez-moi, je suis magnifique. Et donc, là, j'ai une citation. À un moment, elle dit « Décorez-moi avec un flot de ouf, je vais être fabuleuse, stylée et merveilleuse. » Après, tu t'étonnes que mes enfants aient adoré. Mais et je trouve que c'est vraiment réjouissant parce que ça fait partie en fait d'un esthétisme qui est très dynamique et qui peut aussi puiser dans plein de choses différentes et être toujours dans quelque chose de très coloré, très visuel, très exubérant. Et moi, j'aime bien. Avec beaucoup de précision sur les vêtements aussi. Il y a des choses que... on parlait du costume de Ichi, que j'avais pas eu l'impression non plus de voir beaucoup dans ce type de manga. Après, non, je trouve que... Des vêtements stylés, il y en a dans d'autres mangas, mais je veux dire, pas avec ce style. Après, dans Ichi, il est pas respecté spécialement en tant que ça, tu vois. Tu sens qu'à chaque fois qu'il est utilisé ce déguisement, on va dire, c'est à une fin narrative précise. Mais quand tu regardes, il se bat pas tout le temps avec ce costume, loin de là même. Tu le vois que 2 fois avec ce costume. Mais juste vraiment pour parler de dessin uniquement, ça m'a évoqué en tout cas des choses que j'avais pas l'habitude de voir. Même le fait de voir Descaras en talons aiguilles. Ouais, de glace. De glace. C'est super. C'est vraiment dans le détail et je trouve ça super. Mais en fait, en termes de chara design, je crois que c'est Robin qui en a parlé. C'est très varié. Je trouve qu'il y a vraiment énormément de styles qui sont présents et ce qui montre aussi tout ce elles ont appris du manga et tout ce qu'elles veulent en mettre dans leur série. Mais moi, il y en a une particulièrement qui s'appelle Shirabedona. Donc, et en fait, Shiraberu, ça veut dire vérifier. Et évidemment, c'est celle qui est un peu scientifique, tu vois, l'investigatrice. Qui réfléchit et tout. Et donc, quand j'ai vu son personnage, j'ai pensé à des mangas assez vieux maintenant, qui sont ceux de Junko Mizuno. Alors, je ne sais pas si certains s'en souviennent. Moi, par oui. exemple, ouais, merci. Elle avait fait Cinderella, Cendrillon, Pure Trance. Et en fait, c'était une esthétique... Disponible aux éditions IMHO d'ailleurs. Ah, merci. Mais en fait, c'était vraiment comment dire, quelque chose... Le design était hyper rond, très kawaii, mais c'était une revisite gore, une revisite horrifique de ces contes occidentaux. Et ça m'a fait penser à cet univers-là tout de suite. Et c'était... encore une fois, quelque chose de maximaliste chez Mizuno. Tous les détails étaient passés à la moulinette de son regard, de dire « Ok, il faut que ça soit kawaii, mais complètement répugnant. » Et là, bon, c'est pas répugnant, mais ça fait référence à ce genre d'esthétique, quoi. Et je pense à un truc que tu as dit précédemment, tu parlais de JoJo's Bizarre Adventure. Moi, j'avais pas vu le lien de JoJo's à ce niveau-là, mais je l'ai vu par rapport au Magic et à la manière dont ils s'en servent et dont c'est représenté dans le manga, où on voit la sorcière qui se tient debout et derrière en grand on a le Magic. Ouais, ça va totalement évoquer les stands dans JoJo's Bizarre Adventure et c'est pas étonnant du coup qu'on puisse y voir d'autres filiations dans ce style. Mais contrairement à JoJo's, il y a beaucoup, même principalement de personnages féminins dans Ichi the Witch. Et oui, c'est aussi le drame. Non, mais c'est intéressant de voir que ce garçon
Donc qui est donc, comme on disait tout à l'heure, le lointain cousin de Gon, de Naruto, d'être l'enfant sauvage, qui va être récupéré par une société déjà structurée, mais qui est une société de femmes. Et elles vont l'apprivoiser, ou bien lui va s'intégrer finalement. Ouais, dans c'est un mix des deux. Au final, c'est un mix des deux. Pour l'instant, on n'a que 2 tomes. Hein. Donc, mais ce que j'aime bien, c'est le fait que lui, il n'a pas l'air de se poser trop de questions, quoi. Pas du tout. Ah non, et il dit OK. Et il arrive, et effectivement, elles sont nombreuses, elles ont tous les caractères du monde, il y en a qui sont colériques, il y en a qui sont badass, il y en a qui... Enfin, elles rigolent pas, quoi. Et donc c'est dans un monde où pour être sorcière, il faut absolument être une femme, puisque seules les femmes possèdent du mana. Ichi arrive à être un homme sorcière. Au début, il fait OK. Et après, une fois que c'est lancé, il fait bonjour, je suis un homme sorcière. Oui, il s'en vante même. Ouais. C'est un truc qu'il veut défendre. Ça, je sais, moi j'adore. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est moi qui fais une erreur, mais est-ce qu'il y a un autre personnage masculin dans les 2 premiers tomes ? Dans les 2 premiers tomes, non. J'ai pas l'impression. Hein. Mais 4. du coup, c'est. Non, mais ça veut dire que ça va être aussi intéressant d'avoir des hommes qui vont rentrer dans cet univers. Et je trouve que c'est tout aussi intéressant d'avoir justement cette notion de... ça, c'est vraiment un truc pour les filles, hein, les sorcières. Tu sais, jamais tu pourras devenir une sorcière, mon fils. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant à quel point le sujet n'est pas abordé. En fait, le sujet est un élément, c'est un élément du scénario. C'est pas une directive du scénario. C'est là où, en fait, je pense que le titre VO nous en apprend un peu plus. Parce que, en fait, comment dire, moi j'ai bien aimé parce que donc, le titre en japonais c'est Madan no Ichi. Et en fait, Madan, c'est un mot qu'elles ont construit, qu'elles ont formé, qui n'est pas si utilisé, ou peut-être même qui n'existait pas avant qu'elles l'utilisent. Mais donc, il est composé donc, sur le modèle de Majo. Majo, ça veut dire la femme magique, c'est la sorcière. Et donc là, c'est l'homme, le garçon magique. Parce qu'ils ont gardé donc est-ce que ça veut dire indique la le magie. Garçon femme magique? Non, il n'y a pas la femme. Magique. Et on remplace le kanji de la femme, Jo, par d'un qui veut dire garçon. Donc c'est vraiment et c'est ce qui a écrit sur le rabat du tome 1, c'est-à-dire la scénariste dit comment ça il n'y avait pas d'équivalent masculin pour le mot sorcière en japonais, et donc elles ont ils n'avaient pas sorcier. En fait, c'est Mahotsukai ou bien Mazuzushi. Ouais, enfin, il y a différents pas forcément dire sorcier. Mages, voilà. Oui. Et enfin, là, Majo, c'est vraiment la sorcière, enfin, la femme magique. Mais c'est trop marrant. Ça. Et donc là, ça devient le garçon magique. Et c'est aussi super de se dire, mais oui, les garçons, vous aussi, vous avez des pouvoirs magiques. Vous aussi, vous êtes magiques, les garçons. Trop dur à traduire. Et finalement, homme sorcière, ça sonne trop bien. Oui, c'est très bien. Même la sonorité des 2 mots ensemble, je trouve ça colle super bien. On t'a pas entendu, Robin, à ce sujet? Non, mais en fait, je suis un peu comme Cagnard, c'est-à-dire que tu m'étonnes. Ce qui m'embête un peu, c'est que, en fait, je trouve que ça fait partie des trucs originaux du titre. Tu vois, je pense que c'est même sur ça que, tu vois, Julie parlait du titre original. Ils le vendent là-dessus, tu vois, sur ce concept d'avoir un garçon sorcière, quoi. Et en fait, je trouve que pour le moment, moi, ça m'intéresse vachement ce truc, mais je trouve que c'est très survolé, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un truc qui est dit, genre oui, c'est les sorcières parce qu'elles ont du mana, voilà, c'est comme ça. Et puis c'est le premier, dis donc, c'est le premier homme, et en plus, alors pourquoi c'est le premier homme? Tout simplement parce que le magic le plus puissant que les femmes ne peuvent pas battre, la condition pour le battre, c'est qu'il faut que ce soit un homme qui le batte, tu vois. Et je me dis, c'est vrai que je suis d'accord, pour le moment c'est un peu facile. T'as quand même un truc complètement artificiel qui amène ce truc, et en fait, une fois que ça arrive, là je rejoins aussi ce que t'as dit, Max, c'est vraiment pas traité, quoi. C'est-à-dire, ouais, ok, c'est un garçon chez les filles sorcières. Et est-ce que ça amène juste des petits quiproquos un peu rigolos sur quand il va faire ses costumes, il y a la costumière qui dit c'est la première fois que je fais un costume pour un garçon et tout. Il nous manque beaucoup d'éléments sur l'univers. Et je pense que ça c'est évident que ces trucs vont être traités plus tard, voilà, quoi. Mais je me suis dit là il y a un peu un équilibre entre la recette, le carcan jump qui t'oblige un peu à respecter des trucs, on a parlé de tout ça, plus les concepts originaux que tu veux mettre. Et là, pour l'instant, moi, sur les 2 tomes, je trouve que la sauce, elle prend un peu doucement, et en vrai, je suis assez curieux et c'est pas pour ça que j'ai pas aimé. Je trouve que voilà, il y a une vraie efficacité et tout qui fait que le titre est bien, mais j'ai envie d'en voir plus là-dessus, quoi, sur à la fois c'est qui Ichi et c'est quoi en fait, ça correspond à quoi pour toi d'être un garçon dans cet univers féminin, parce que pour l'instant c'est, alors peut-être que d'ailleurs le fait que ce soit pas un sujet, ça peut être un sujet en soi. C'est intéressant aussi de se dire en fait vous croyez que ça va être quelque chose d'important alors qu'en fait non, ça l'est pas, et c'est peut-être comme ça qu'il faut voir
les rapports hommes-femmes et tout. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu perdu en me disant, mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Pour l'instant, je trouve que ça sert pas à grand-chose, mais voilà. Bah, c'est vrai que moi, j'avoue que je suis assez d'accord avec Robin sur le fait c'est bien de l'annoncer, tu sais, le premier homme sorcière, tu vois. Mais bon, on n'a pas ce problème-là en langue française, tu vois, de dire, bah oui, t'es un sorcier. Je vois pas vraiment le souci, mais vas-y, ok. Et je trouve que il a raison dans le fait de soit t'en fais un truc, vraiment. Mais là, il va falloir développer un petit peu l'univers, comprendre comment ça fonctionne. Et là, pour le moment, il n'y a pas le truc. En vrai, moi, s'il devait vendre le manga, défendre le manga, comme, tu vois, s'il vendait un poster ou autre, bah, je dirais typiquement que je me concentrerais sur l'aspect chasseur. Pas du tout sur l'aspect sorcier, sorcière. Garçon sorcier. Ah bah, t'as Enfin, besoin de pouvoirs magiques et de mana pour pouvoir atteindre ces magiques. Non, je parle de pitch. Je parle pas d'honnêteté. Je parle de pitch. Oui, mais là, on est à la fin de l'émission, c'est le moment de spoiler, Cagnard. Pas de pitcher ou de vendre des posters. Nous, Cagnard et moi, pas vous. Non, nous sommes, Robin et nous Julie. sommes comme les hommes sans mana, tu vois. On est vraiment. Vous êtes des hommes. tu vois. À l'heure actuelle, vous êtes des hommes. Nous, C'est on clair. a lu la suite sous Ouais. notre petit Ah là là, plaid. j'adore vos chapeaux aussi. Et ouais, nous on en sait plus sur le Magic Anti-Monde. Alors attention, spoiler alerte. On va spoiler un peu tome 3, un peu tome 3. Voilà, on va spoiler un peu la Bah, suite. tome 3 complet. Oui. non, mais moi j'ai lu le 4 aussi. Mais là là. mais voilà. Donc une fois que tu arrives à la fin, donc si vous voulez couper maintenant, merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, c'était chouette, super. Maintenant on vous spoil. OK ? Allez, salut. Le Magic Anti-Monde, le fight qui arrive à la fin du tome 2, il prend place vraiment dans le tome 3 et ça envoie sévère quand même. Bah, c'est ça qui est ultra bizarre, tu vois, parce que moi je lis les 2 premiers tomes, je fais un premier retour à Maxime, tu vois, et je sais que toi t'es un gros kiffeur de Hitler, et tu sais, j'essaie même de te convaincre, tu vois, en disant non, mais je l'ai pas aimé, c'est juste que là c'est ok, et t'as vraiment insisté pour me dire non mais ouais, quelques chapitres, même pas, lis pas le 33 forcément, mais quelques chapitres, et c'est vrai que quand j'ai lu le tome 3, et là, bah en fait ça c'est censé être dans les 2 premiers tomes, parce que t'as un moment qui est hyper en fait il y a quasi tout, en fait toutes Il y a les tout. failles qu'on avait. Le gros combat contre le Magic Anti-Monde, le transnéantisseur Le total. Magic Anti-Monde. Salut Chainsaw Man, le démon flingue, tu vois. My Hero Academia aussi. Non, je suis pas d'accord, mais Donc t'as l'antagoniste qui est quand même super sérieux, t'as le ton qui peut s'assombrir à tout moment, t'as les enjeux. t'as le héros qui devient de plus en plus chasseur instinct, il est en ultra instinct, tu vois, vraiment je vais perdre mais je m'en fous en fait, je veux essayer. Et surtout t'as les enjeux, t'as le fil rouge. Alors on vous dévoile pas non plus trop le fil rouge et trop les mais en fait c'est au tome 3. Mais c'est ça qui est, enfin, je trouve c'est vraiment genre une faute professionnelle, tu vois, ces éléments là mettez-les dans les 2 premiers parce que mais tu comprends maintenant pourquoi Ki-Hoon sort déjà le 1 et le 2 d'affilée. Ouais, et je trouve que en vrai, ils sont en galère un peu, tu vois. Il a fallu que sorte un 2, 3 d'affilée, mais c'est trop galère ça. Ça ne s'est jamais fait. Peut-être qu'un jour, un éditeur sortira les 3 premiers tomes. On va dire, ah, mais c'est au tome 4 que ça commence. Je pense que ça va parce qu'à la fin du 2, il y a quand même le méchant qui arrive, Ouais. tu vois. Donc là, il y a un truc où t'es quand même accroché, En fait, t'as un peu envie de te dire, ok, ouais, mais qu'est-ce sauf qui se que- passe maintenant qu'il est arrivé, lui? L'ambition du titre, scénaristiquement parlant, en tout cas pour nous, elle arrive vraiment au 3, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le problème. En fait, moi, s'il n'y avait pas l'arrivée du méchant à la fin du 2, je te dirais que même c'était une erreur de sortir les 2 premiers parce que le 2, je le trouve vachement plus poussif que le premier. Tu vois, le premier, au moins, il a l'avantage d'aller vite et de mettre plein de trucs d'un coup. Peut-être trop vite, mais au moins, c'est hyper généreux, quoi. Et le 2, je trouve que ça commence à être des petites histoires un peu, tu vois, un peu poussives, quoi. Ouais, et et en tu fait- vois ce mec qui arrive. Et en fait, voilà. Et heureusement, il y a la fin et il y a lui qui arrive. Et là, tu dis, ok, bon, c'est bon. il y a un J'ai truc. capté ce qui va se passer. Enfin, je pense capter ce qui va se passer. Et là, ça va être cool. Mais c'est marrant parce que je sais pas si c'est nous ou si c'est la production actuelle, mais de plus en plus, on a des difficultés à deviner ce que deviennent les titres à partir des tomes 1 et 2, quoi. Mais c'est ça qui est Et marrant. c'est gros c'est que- titres du Jump en plus. Je veux dire, il manque pas grand chose. Il manque quoi 3, 4 chapitres, peut-être, tu vois, supplémentaires. Faut dire, mais ça, c'est censé être dans vos 2 premiers tomes, là. Si vous voulez que Robin termine le tome 2 en disant, vas-y, j'ai envie de lire la suite.
Bah faut le mettre ça par contre les Après, enfants Ils veulent peut-être pas que Robin. Oui, Alors, c'est ça en fait. effectivement, on sait que le gouvernement japonais a un gros problème avec Robin, ça oui, c'est en fait. Peut-être que Mais- c'est pas la cible. Et vraiment, en plus, c'est un truc que je déteste faire, tu vois, genre, non mais attendez, le tome 3, hein, vous allez voir, ça démarre pour de vrai. Mais après, je pense que c'est aussi ce truc de la promesse dont parle Max. C'est un truc qui est un peu devenu un truc attendu. Maintenant, il faut que les gens aient une promesse, tu vois, quand ils achètent un titre. Mais là, je fais peut-être le vieux con, mais nous, quand on avait moins de shonen et qu'on avait moins de culture shonen, on s'en foutait de savoir ce qui allait se passer. On se laissait porter un peu aussi par tu vois, écoute, la nouveauté. C'était nouveau. Donc, de toute façon, on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui va bien se passer? Ça va être trop cool, tu vois. Et là, maintenant, le fait de forcément vendre une promesse, bah, je trouve que ça casse peut-être presque un peu la manière de penser les séries. Mais bon. Écoute, moi j'ai des cobayes à la maison et en fait, elles n'ont pas du tout d'attente. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Elles veulent juste connaître la suite. Voilà. Elles n'ont pas besoin que l'histoire se déploie. Elles veulent juste profiter C'est ça. à Mais l'instant T. du coup, elles ont pas de lu les leur- premiers chapitres du tome 3. Bah non, pas encore. Vas-y, Et c'est ça- mort. Ça y est, Et ça, elles savent pas ce qui arrive. Bah non, mais elles ont hâte de mais pouvoir ça va le être lire. trop cool C'est d'avoir leur réaction. Et, tu vois. et ça, tu vois, ça rejoint peut-être ce que je disais tout à l'heure sur revenir aux fondamentaux du jump. Tu vois, c'est un peu ça aussi, de se dire peut-être qu'au bout d'un moment, le cahier des charges, c'est un truc qui peut aussi casser la dynamique et le vrai plaisir pur de lire un truc parce qu'on aime les persos et on aime l'univers Ouais, et et tout. puis il faut aussi se souvenir qu'à la base, le Shonen Jump, il est pas destiné à nous. Bah voilà, il est c'est pas ça. destiné à des lecteurs de 35-40 piges, tu vois. En vrai, c'est pas ça. Moi, je crois que secrètement, il m'est destiné. Non, mais il t'est destiné à toi. Mais ça, c'est Tezuka qui te l'a dit à l'époque. C'est vrai. Personnellement. Je vais faire un magazine, c'est pour toi, Maxime. Ça s'appellera Psyrène, tu verras. Alors attention, Tezuka n'a jamais fait. Enfin bref. Enfin, si, Tezuka a écrit Tout est Psyrène, faux. ouais. Oui, bien sûr. Pas les dessins, ouais, il a pas fait le dessin. Mais c'est lui qui a écrit Psyrène. L'anachronique Agnard. Et il a fait, il est revenu aussi. Donc, Ichi the Witch, c'est aux éditions Kiun au Japon. Ça a fait un carton avec plus d'1 million d'exemplaires écoulés sur les 6 premiers tomes. Ça a gagné des prix, ça a été nommé dans des prix. Kiun nous le met partout. À la télé, on a des pubs. Dans le métro, on a des pubs. Dans le bus, il y a des on a pubs. même eu des retours d'auditeurs qui étaient en Ouais. province. Ouais, tu vois, tu sais, et qui j'allais disaient, dire, mais en ouais, province, il y a des. On regarde ouais, ça doit pas se dire, mais. On regarde comment- YouTube, il y a des pubs. Bref, Ah oui, ils putain, ont mis le la paquet. vidéo de Rebeu des Terres là. J'avoue, la pub était drôle quand même. Donc voilà, enfin, le tome drôle 1, parce qu'elle était nulle. Mais... Le tome 1 a été tiré à plus de 100 000 exemplaires, donc grosse com. C'est un manga qui est lancé très très fort, donc c'est qui compte forcément dessus. Donc c'est que eux, j'imagine, ont lu aussi un peu la suite. Et ils savent surtout que ça se vend au Japon et que forcément, il y a moyen que ça puisse aussi prendre en France. Ça s'appelle donc Ichi the Witch. C'est signé Osamu Nishi et Shiro Usazaki. Et le mot de la fin de cette émission est pour, attention, Julie. Oh, merci. En fait, moi, je suis très contente que, en tout cas, au Japon, c'est un grand succès et que j'espère que ça va être un grand succès en France parce que c'est vraiment une série qui est nouvelle, qui montre aussi que, voilà, ce que ça donne, la féminisation de cette profession de mangaka et comment on peut en voir les fruits en 2026. Donc, peut-être, et c'est là aussi, on voit que la France et le Japon n'ont pas les mêmes problématiques vis-à-vis de leur lectorat, vis-à-vis des horizons d'attente, etc. Mais pour dire que non, c'est très bien de voir il y a du frais en fait. Et nous, on est peut-être moins sur le devant de la scène, mais il y a des gens qui vont en profiter et c'est très bien. Merci à tous d'avoir écouté cette émission consacrée à Ichi the Witch et à la traque et à la chasse. Dans les mangas, on saura toujours pas qu'est-ce qui est un bon chasseur et qu'est-ce qui est un mauvais Mais chasseur. vas-y, en vrai, j'ai vraiment envie d'une émission de chasseur. Hein. Pour le coup, Très bien. ouais. On refera Je sais cette que tu t'en émission. fous, mais Oui, non, mais regarde-moi si. au moins quand je te parle, Oui, Maxime. bien sûr, Cagnard, s'il te plaît, tout à regarde-moi. fait, oui. Mais À regarde-moi. la semaine prochaine pour une libre antenne spéciale vacances, spéciale vous avez la parole et puis dans 2 semaines on vous mettra une petite rediffusion pour nous-mêmes partir en vacances. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à la semaine prochaine. Ciao, salut. On part Merci. toujours en vacances ensemble. Avec le plaid.